Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver ce soir pour ce partage en live. Alors, en attendant que tout le monde arrive ou que certains d'entre vous passent, je vous explique comment ça marche. J'ai un petit écran de contrôle sur mon côté, alors je vais m'assurer que tout fonctionne et que voilà, ça marche bien. Et puis, on va pouvoir commencer. Je suis ravi parce qu'aujourd'hui, on va vraiment partager ensemble tout ce qui fait que vous allez pouvoir développer votre entreprise du paysage. Alors vous allez voir, on va détailler ensemble 36 outils. Donc ça va être un petit peu comme une boîte à outils que vous allez pouvoir utiliser et qui va vous aider justement à développer votre entreprise. Alors avant de commencer à développer les outils, alors on va imaginer qu'on a une boîte à outils et on va les ranger dans 4 catégories. Donc on a la première catégorie, ça va être de la communication. Communiquer, le deuxième outil ça va être vendre, le troisième outil ça va être produire et le quatrième outil ça va être diriger. Alors ça c'est les 4 grandes familles d'outils et avant de commencer à rentrer dans le détail de ces grandes 4 familles d'outils, ce que j'aimerais c'est que on puisse comprendre ce qu'est vraiment qu'entreprendre, parce que c'est pas parce que tu viens de créer ta boîte ou parce que tu possèdes ton entreprise du paysage que tu es un entrepreneur. Un entrepreneur, ça se joue dans la tête et ça se joue dans le fait d'identifier clairement comment est-ce que tu travailles dans ton entreprise, comment est-ce que tu travailles sur ton entreprise. C'est ça qui va faire de toi un entrepreneur. Est-ce que tu viens juste là ouvrir ta boîte parce que tu en as marre de ton patron et du coup tu te lances ou tu t'es lancé, hein, ça peut faire partie de certains, plusieurs années qui sont lancés. Et en fait, tu t'es lancé juste pour fuir une situation en fait et du coup tu as créé juste ton propre job, donc ça veut dire que tu vas travailler tout seul. Ça ne veut pas dire que travailler tout seul c'est mal, ça veut juste dire que quand tu travailles tout seul, au moment de prendre la retraite, il va te manquer des choses. Et tu auras travaillé toute ta vie sur quelque chose que tu pouvais capitaliser et au final c'est pas capitalisé et donc tu te retrouves juste avec ton matériel et ta petite retraite. Donc l'idée en fait c'est d'entreprendre d'une manière à créer en même temps un capital, en même temps que travailler quoi, tout simplement. Et l'idée, quand on lance sa boîte, c'est qu'à un moment, on puisse déléguer l'activité, ou en tout cas une certaine partie de l'activité, pour pouvoir évoluer, tant en tant qu'entrepreneur et faire évoluer l'entreprise, mais aussi personnellement, parce qu'à un moment, on ne peut pas travailler 20 ans à 60 heures par semaine, quoi. C'est pas possible. Donc l'idée d'être un entrepreneur, en fait, c'est ça, c'est vraiment avoir cette idée en tête de créer plus que son propre job. Voilà, clairement, c'est ça. Et alors pour t'aider à ça, ce qui est super important, on en a parlé un petit peu, mais ça va être d'identifier vraiment pourquoi. Ça veut dire que ça vaut pour les jeunes entrepreneurs, encore une fois, mais ça vaut pour ceux qui ont un peu plus d'années d'expérience. C'est toujours important de se reconnecter au pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on fait les choses? Et un pourquoi, c'est pas je fais les choses pour être libre. Ceux qui sont depuis un petit moment dans l'entreprise ou dans l'entrepreneuriat vont te dire ouais mais tu te lances pour être libre, sauf qu'en fait tu es toujours en galère parce que tu dois courir après les clients, tu dois payer tes charges, etc. et c'est compliqué. Donc pour être libre, c'est pas un vrai pourquoi en fait, même si au bout d'un certain temps, oui, c'est quelque chose à laquelle tu aspires et que tu auras forcément. Donc en fait, l'idée du pourquoi, ça va être vraiment quelque chose de profond. Ça veut dire que est-ce que quand tu crées ta boîte, quand tu travailles, est-ce que tu le fais pour une raison qui est bien au-delà de ce que toi tu veux pour toi? Ça veut dire que, est-ce que tu fais ton entreprise, est-ce que tu fais tes prestations chez tes clients pour partager des valeurs? Est-ce que c'est des valeurs de biodiversité? Est-ce que c'est des valeurs de partage humain, d'aider les personnes âgées si tu fais beaucoup de services à la personne chez des papis-mamies? Qu'est-ce que tu partages? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Et c'est super important que tu aies clairement identifié ça, parce que quand tu seras dans la galère, parce que tôt ou tard, si tu es déjà à ton compte depuis longtemps, tu sais que tu passes par des moments où c'est compliqué, et si tu viens de te lancer ou tu veux te lancer bientôt, tu passeras par des moments compliqués, malgré toutes les précautions que tu vas prendre. Je suis désolé, c'est comme ça, c'est la vie. Ça vaut pour les chefs d'entreprise, ça vaut quand on est salarié aussi, donc c'est pas très grave. Mais tu vas y passer. Et quand c'est compliqué, si tu as un vrai pourquoi qui te motive au-delà de toi-même, eh bien, en fait, ça va t'aider à continuer ton activité parce que tu pourras dire, je peux pas laisser tomber en fait. Je peux pas, j'ai pas le droit parce qu'il y a des gens qui comptent sur moi, parce que voilà. C'est ça qui est super important, c'est d'identifier ton pourquoi. Et pour en revenir sur les moments difficiles que tu peux passer, c'est important aussi en tant qu'entrepreneur de garder le contrôle de soi.
de ne pas surréagir à certaines situations. Et quand tu gardes le contrôle de toi-même, tu as plus de lucidité. Mais pour garder le contrôle de toi-même, il y a 3 éléments qui sont primordiaux. Le premier, ça va être d'être positif, d'avoir un état d'esprit positif. Donc quoi qu'il t'arrive, de voir le bien dans ce qui se passe et comment est-ce que tu peux en tirer quelque chose de positif pour toi et pour les autres. C'est super important de fuir cet état de victimisation, de négativité, etc. Et surtout d'anticiper les choses. C'est-à-dire de te dire, ok, je lance un nouveau projet, je lance une nouvelle activité, voilà. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer et comment est-ce que je peux résoudre ça avant que ça se présente. Et du coup, ton niveau de stress, il va vachement diminuer et tu vas garder de la positivité beaucoup plus facilement, je t'assure. Et puis, troisièmement, de toute façon, j'allais dire, entre guillemets, il n'y a pas trop le choix, mais se former fait que du coup, tu vas gagner en sérénité. Donc, si tu te formes à l'entrepreneuriat ou si tu veux, imaginons que tu as envie de commencer à faire des terrasses bois et tu n'en as jamais fait, et tu dis, tiens, je vais faire des terrasses bois, tu vas acheter du bois et tu vas les installer chez ton client, tu vas être beaucoup plus en stress que si avant, tu as suivi une formation, tout est calé, et tu pourras après le poser clairement, facilement chez ton client sans avoir du stress. Et tu vas pouvoir plus facilement gérer tes émotions. Donc c'est pour ça que le fait de te former, en fait, va t'aider à gérer tes émotions. Ensuite, quand on est à son compte, il y a une chose qu'il faut à tout prix rechercher, c'est l'efficience. Ça veut dire comment est-ce que je fais pour que le minimum d'action que je suis en train de faire là, est-ce que le minimum d'action que je suis en train de faire va me donner un maximum de résultats. En fait, c'est cette efficience qui va faire que ton entreprise, elle va durer dans le temps, être pérenne, mais c'est aussi ça qui va faire que toi, tu t'épuiseras pas. Donc cette recherche de l'efficience, elle est super importante. Et si tu l'as pas lu, je te recommande de lire le livre qui s'appelle le principe 20-80, qui part du principe que 20% de tes efforts t'amènent 80% des résultats. Et donc te concentrer sur quels sont les efforts qui t'amènent 80% des résultats. Pour avoir fait l'analyse, moi, il y a quelques années maintenant, je me suis aperçu en fait que c'était 20% de mes activités amenaient 80% de mes bénéfices. C'était au-delà de ça, c'est que c'était 5% de mes activités qui amenaient 95% de mes bénéfices. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis concentré sur les 5% d'activités qui ramenaient ces 95% de bénéfices et j'ai multiplié. Ça m'a évité de perdre du temps. Et tout le reste, je m'en suis débarrassé. Ça marche dans ce sens-là, mais ça marche dans tout. Ça veut dire que regarde là où tu es efficace. Là où tu n'es pas efficace, t'oublies. Après, tu peaufineras. Ça ne veut pas dire je suis fan de Walt Disney et c'était chercher à tout parfaire. Mais peut-être que là, toi, aujourd'hui, c'est peut-être pas le moment. Tu feras parfait un peu plus tard. Ou tu essaieras d'aller sur le parfait un peu plus tard. Et je t'assure, tu n'y arriveras pas, mais tu pourras essayer de t'en approcher, mais plus tard. Et donc, avant de commencer, donc on va identifier ces 4 piliers d'entreprise. Alors, on a déjà bien commencé, puisque si tu as bien retenu, on a déjà utilisé 4 outils, l'entrepreneuriat, le pourquoi, le contrôle de soi, l'efficience, et maintenant, donc, les 4 piliers. Et on va utiliser les 4 piliers un petit peu comme si, en tant qu'entrepreneur, tu étais assis sur une chaise. Tu es assis sur ton entreprise, tu es assis sur une chaise. Forcément, cette chaise, elle a 4 pieds. Et si tu coupes un pied, ou s'il y en a un qui est plus court, ou si tu en enlèves un, ça devient bancal. Donc là, l'idée, c'est vraiment de rester assis, stable, sur ton entreprise et de la faire évoluer et de la développer. J'en profite pour vous dire que si vous avez la moindre question, posez-la moi dans le chat et je vous répondrai. Il n'y a pas de problème, donc vous pouvez me la poser, je vais la voir. Et puis au fur et à mesure, je pourrai vous répondre. Et voilà, surtout, c'est un moment de partage. Alors, je ne suis pas là pour faire un discours, voilà, mais si on peut partager, ça reste que plus convivial. Donc ce que je vous propose, c'est d'ouvrir les 4 compartiments de notre boîte à outils. Et le premier compartiment, ça va être la communication et savoir communiquer. Alors, savoir communiquer, ça passe d'abord par qu'est-ce que tu fais toi. Ça passe par là. Qu'est-ce que tu fais toi et comment est-ce que ça, tu vas aller le donner aux clients. En quoi ce que tu fais toi est utile pour les clients. Et tu ne peux pas communiquer en disant je fais de la taille, je fais de la tonte ou je fais de l'engazonnement, je fais de la plantation. Tu peux communiquer comme ça. Mais tout le monde communique comme ça. Donc, tu vas perdre énormément en fait. Ça veut dire que tu vas faire juste un peu plus de bruit que les autres. Et la communication, c'est du bruit. Soit tu attires l'attention, soit tu restes dans le brouhaha. Tout simplement. Donc là, comment est-ce que tes produits et tes services peuvent être partagés aux clients? Et c'est ça qui est super important dans la communication avant tout. Et pour arriver à ça, le moyen le plus simple, surtout quand on a des entreprises de petite taille, mais ça vaut aussi pour les entreprises plus grandes. Et souvent, si tu regardes des entreprises qui ont réussi, qui sont assez grandes,
elles ont commencé par un type de produit ou un type de service et petit à petit, elles ont ouvert à d'autres activités. Et si toi, tu commences, tu es seul ou tu as une petite équipe et que vous faites une multitude de services, en fait, vous êtes en train de vous perdre. Et quand vous communiquez, vous ne savez plus sur quoi communiquer. Est-ce que je dis je taille? Est-ce que je dis jeton? Est-ce que je dis il faut planter? Est-ce que je dis je crée des jardins? Est-ce que je dis je conçois des jardins? Est-ce que je communique sur je fais des piscines? Et tout ça, c'est perdu en fait, c'est noyé. Alors que si tu communiques juste sur un problème du client que tu as identifié et tu cibles bien. Et donc, ce que je te propose dans les prochains outils, c'est de faire justement un plan de communication pour que tu saches bien communiquer avec tes clients. Le premier point de ce plan de communication, ça va être de chercher un client idéal. Ça veut dire que tu ne peux pas travailler pour tout le monde. C'est pas possible. Tu peux travailler pour un type de personne ou deux types de personnes, mais tu ne peux pas travailler pour tout le monde. Ça veut dire que si autour de chez toi, toutes les personnes qui sont autour de chez toi te passent commande là maintenant tout de suite, tu ne voudras pas travailler pour tout le monde et tu ne pourras pas travailler pour tout le monde. Donc l'idée en fait, ça va être d'aller chercher une solution spécifique que tu amènes à tes clients. Et cette solution spécifique, forcément, c'est un besoin qu'a un client spécifique. Donc arrête de parler à tout le monde et commence à parler à un client spécifique, à celui chez qui tu as envie de travailler. Ça, c'est si tu te lances. Et si tu es déjà à ton compte depuis un moment, on l'a vu en appliquant le principe 20-80, quels sont les 20% de tes clients qui te ramènent le plus de bénéfices? Ou quels sont les 20% de tes clients qui sont les moins pénibles ou les plus faciles à servir? Et là, tu vas avoir déjà un plan de communication qui va s'adresser à un type de personne pour une solution que tu amènes. Et une fois que tu as ça, tu vas regarder. Alors, si ça fait un moment que tu as ton compte et que tu as identifié tout ça, tu sais que le marché, il est là. Parce qu'il n'y a pas besoin de faire ses preuves, tu sais qu'il est là. Donc, il n'y a pas besoin de faire une analyse de marché. Mais si tu te lances, c'est important de regarder, ou si tu lances une nouvelle activité, de regarder s'il y a des concurrents autour de toi. S'il y a suffisamment de personnes qui sont susceptibles d'acheter tes produits autour de toi. Et est-ce qu'il y a aujourd'hui des réelles tendances qui montrent que tu vas dans le bon sens? Ça, c'est super important parce que si tu vas à l'encontre des tendances actuelles et que tu viens faire quelque chose qui sort du chapeau ou que tout le monde délaisse, tu vas te retrouver un peu tout seul, quoi. Je te prends un exemple. Si tu fais les jardins qu'on connaissait dans les années 90-2000, avec des pavés autobloquants pour les entrées de maison, par exemple, c'est possible que tu aies un problème sur ta clientèle. Alors que si tu fais des pavés modernes ou si tu fais d'autres matériaux, c'est possible que là, ce sera plus simple de trouver des clients à qui s'adresser. Donc, essaye de regarder si autour de toi, il y a des concurrents qui le proposent ou si vraiment cette tendance, elle pousse fort. Donc, grosso modo, actuellement, on a quand même la tendance qui va pousser très très fort autour de l'écologie, l'environnement, etc., etc. C'est vraiment un filon à utiliser. Je te recommande d'utiliser ce filon. Et après, de le faire, mais pour toi-même. Pas faire comme tout le monde. Il faut que tu te démarques du brouhaha. Donc, tu l'appliques à toi-même. Et ça, tu vas le partager dans ce qu'on appelle une mission. Donc, la mission, en fait, c'est pour expliquer clairement ce que tu fais à un client. Pour donner un exemple d'une mission, si tu parles à quelqu'un en face à face et tu dis à cette personne « Bonjour, je suis paysagiste », et la personne, elle va te dire « Ok ». Maintenant, si tu partages une mission, tu vas intéresser la personne. Et la mission, si tu veux, elle va se constituer de la chose suivante. C'est-à-dire, je fais ça pour mon client idéal parce que ma mission, elle est là. Donc, en gros, si on pourrait se donner un exemple, on pourrait dire un exemple de mission, on pourrait dire j'entretiens des jardins des personnes âgées pour les aider à se maintenir à domicile. Okay. Donc là, tu as une vraie mission et là, tu attires l'attention. Il y a quelqu'un qui dit ah ouais, et comment tu fais ça? Là, si tu as une fois ta présentation faite, ta mission partagée aux autres, il y a quelqu'un qui te dit ah ouais, et comment tu fais ça? Ou explique-moi, j'en veux en savoir plus. C'est que ta mission elle est bonne, c'est que tu as réussi. Okay. Donc vraiment, être focus sur la mission. Maintenant, dans la communication, j'entends souvent oui, le bouche à oreille, c'est plus facile. Donc là, on va aborder les moyens de communiquer. Maintenant qu'on sait ce qu'il faut dire, on va aborder les moyens de communiquer. Le bouche à oreille, ça marche, mais c'est très, très aléatoire. C'est pas un moyen de communiquer, c'est pas une démarche marketing. Le bouche à oreille, c'est remettre le marketing dans la main de tes clients. Et de toi, tu t'en occupes pas. Et donc, c'est une solution de facilité de dire le bouche à oreille, ça marche. Et tu remarqueras que les entreprises qui te disent oui, mais le bouche à oreille, ça marche. C'est des entreprises qui sont implantées depuis plusieurs années et qui ne font pas l'effort d'aller chercher de nouveaux clients pour grossir. Donc, le bouche à oreille, oui, ça marche. Mais ne compte pas dessus pour développer ton entreprise.
Ce que tu vas faire plutôt que de faire du bouche-oreille, c'est que tu vas faire un bouche-oreille qui fonctionne, un bouche-oreille qui est actif. Et ce bouche-oreille qui est actif, en fait, c'est d'aller chercher des leviers, des personnes qui sont capables de te recommander auprès de leurs clients. Ça, c'est extrêmement puissant parce qu'au lieu d'aller chercher les clients un par un et d'aller leur parler un par un, il y a des gens qui le font pour toi. Et il y a des gens qui sont capables de le faire pour toi et qui sont capables de le faire gratuitement. Et ça s'appelle un réseau. Et si tu ne cherches pas un réseau, eh bien, ça va pas trop évoluer au niveau de ta boîte. Et faire un réseau, se construire un réseau, parce que je dis ça parce que souvent on dit ouais, faire un réseau, il y a que ceux qui réussissent, c'est ceux qui ont le réseau de toute façon. Ouais, ok, ceux qui réussissent, ceux qui ont le réseau. Ben, ceux qui réussissent, qui ont le réseau, il n'est pas venu du ciel le réseau. Ils sont été se le chercher. Donc, si tu n'as pas assez de personnes qui te recommandent, ou si tu n'as pas de stratégie pour avoir des personnes qui te recommandent, il est temps de passer à la construction d'un réseau. Pour construire un réseau, je vais te donner 2-3 astuces relativement simples. La première, c'est de réfléchir à qui a le même client que toi, le client idéal, mais ne propose pas la même prestation que toi. Donc si on reprend notre exemple de maintenir les papis-mamies à domicile en entretenant le jardin, qui a le même client que toi? Un cabinet d'infirmière. Quelqu'un qui amène du portage de repas. Ça, c'est des personnes chez qui tu peux aller pour activer le réseau. Plutôt que d'aller chercher les personnes un par un. Donc vraiment, aller chercher le réseau plutôt que le client final est un énorme levier de croissance. Et là, le bouche-oreille fonctionne. Mais c'est un bouche-oreille qui est actif. Parce que ton réseau, tu vas l'animer. Tu vas de temps en temps, tu vas rappeler tes partenaires dans le réseau, leur dire « Eh alors, vous allez bien, machin, etc. » Et te rappeler à eux. Et c'est beaucoup plus facile de te rappeler à eux, à des personnes qui te recommandent, plutôt qu'à des clients finaux. Ça te faire gagner un temps fou. Ensuite, j'entends beaucoup parler de digital. Et ce qui me gêne beaucoup, c'est qu'il y a des personnes qui se lancent dans une entreprise et pensent communiquer en flyer. Bon, les flyers, si c'est pas fait correctement, ça marche pas. Et donc, aller les distribuer en boîte aux lettres, ça marche pas. Déjà, 4 pour 1000 de retour, je vous le donne. Je donne l'info, si jamais vous avez eu l'idée de distribuer des flyers. En boîte aux lettres, le retour, il est de 4 pour 1000. Donc, ça marche, mais il faut un effort surdimensionné pour arriver à avoir un client ou deux. Et après, le deuxième point, comme on dit, c'est ouais, mais faut être sur Internet, faut faire un site Internet, et blablabla, et blablabla. Oui, il faut faire un site Internet, parce que si tu n'as pas de site Internet, tu n'as pas d'existence. C'est un truc, c'est pas vrai. Mais dans l'inconscient collectif, si tu n'as pas de site Internet, tu n'as pas d'existence. Donc, il faut que tu aies un site Internet qui montre que tu es une vraie entreprise. En gros, c'est ça. Tu es une vraie entreprise. Presque, tu pourrais pas avoir de numéro ciré un site Internet, les gens y te croiraient. Donc, il faut que tu aies un site Internet. Ok. Mais ce site Internet, il ne t'amènera pas des nouveaux clients. Par contre, il va t'aider à en convertir. Si tu en amènes, c'est possible. Hein. Il va t'amener peut-être. Mais la quantité sera tellement infime qu'on va considérer qu'il ne t'en amène pas. Par contre, des personnes qui t'ont sollicité, qui sont en train de se demander s'ils doivent signer le devis ou pas avec toi, le fait d'avoir un site Internet, ça va les rassurer. Et ça va faire que tu vas avoir un meilleur taux de conversion. Donc oui, il faut un site Internet, mais c'est peut-être pas la priorité au début, ou en tout cas avant, il y a une étape à faire, c'est avoir une page Google My Business. Pourquoi avoir une page Google? Tout simplement parce que tu vas être référencé tout de suite sur Maps. Et quand tu es référencé sur Maps, mais si quelqu'un tape paysagiste ou entretien de jardin ou création de jardin et ta commune, bah, tu vas sortir dans les premiers résultats, tout simplement. Et ça te coûtera zéro. Donc vraiment, cette page-là, elle est indispensable. Et ensuite, à partir de là, bah, les gens ils cliquent sur un bouton, ils t'appellent ou vont sur ton site internet, ils te contactent par mail ou n'importe. Mais c'est ça qui va assurer ton premier niveau de référencement. Et puis après, tu vas travailler sur ton site web. Je fais juste un petit aparté sur les sites web parce que j'ai beaucoup de mal avec des agences de communication qui vendent des sites internet, avec des abonnements. La plupart du temps, c'est des locations longue durée. C'est pas des sites internet. Ils sont pas à vous, les sites internet. Donc ces sites-là, en fait, le jour où vous quittez la location longue durée, vous perdez tout ce que vous avez construit avec votre site internet. Donc le site internet, faites-le vous-même. Alexis me dit pas payant My Business, non, c'est totalement gratuit. C'est juste Google qui te référence. Donc vas-y, fonce. Donc les sites internet, voilà. Sur ceux qui proposent des contrats à 200 euros, 150, même 200, 300 euros par mois, fuyez, c'est hors de prix. Aujourd'hui, un site internet vitrine fait par une agence de com, c'est 1500 euros. Donc n'allez pas dépenser 300 euros par mois juste parce que c'est compliqué ou parce qu'on vous promet du premier sur Google. Derrière, lisez bien le contrat et vous allez voir que c'est la location longue durée, que vous ne pouvez plus partir, que votre nom de domaine ne vous appartient pas, etc., etc.
Donc ça, et le deuxième point aussi, c'est ne faites pas des sites internet gratuits avec des adresses qui se terminent par .wix. Ça, c'est ridicule parce que le site internet, on voit très bien que vous n'avez pas mis 1 euro dans le site internet. Si vous ne mettez pas 1 euro dans votre site internet, comment voulez-vous que les gens ils mettent de l'argent chez vous? C'est pas possible. Donc faites des vrais sites internet avec un vrai nom de domaine. Pour vous donner une info, si vous êtes bidouilleur sur internet, si vous savez le faire vous-même ou vous êtes un petit peu, vous manipulez un petit peu l'outil, aujourd'hui faire un site internet, ça vaut quelques euros par mois. Clairement, si vous dépassez les 15 euros par mois, c'est le bout du monde quoi, pour un site vitrine. Mais vous pouvez faire un site internet pour vraiment pas cher. Donc, le site internet, à vous. Et le site internet à vous, il a aussi un avantage, c'est que, je dis ça parce que souvent on me dit, oui, mais moi j'ai une page Facebook, ça marche. Ouais, ok, c'est vrai. Et on va en parler, on va parler des réseaux sociaux, parce que c'est un vrai outil à utiliser, les réseaux sociaux. La page Facebook, ça marche, mais la page Facebook, elle appartient à Facebook, elle ne t'appartient pas à toi. Ça veut dire que le jour où Facebook il décide de te ban, t'as plus de business. Donc oui, il faut une page Facebook, mais il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier non plus. Donc la page Facebook, c'est bien, c'est indispensable, mais c'est pas chez toi, tu es locataire. Ok? Donc les réseaux sociaux, c'est pareil, si vous voulez vous lancer dans les réseaux sociaux, ne partez pas dans 12 000 réseaux. Gérez-en un, là où se trouve votre client idéal. Si vous ne savez pas encore où se trouve votre client idéal, faites une page Facebook. Gérez-en un. Et après, vous en ferez 2, vous en ferez 3, vous en ferez 4. Mais déjà, commencez par en gérer un bien, là, maintenant, avant d'essayer d'en faire plus. Fred, il faut une Rolex également, sinon tu n'existes pas. Merci Fred, c'était très aimable à toi. Non, ça n'a rien à voir et l'argent n'est pas une motivation suffisante pour mener à bien son business. Mais je vois que je te donne plein d'astuces pour faire des trucs pas chers. Toi, tu veux une Rolex, tu veux gagner de l'argent, vraiment. C'est pas possible ça. Ouais, j'en ai été sur les réseaux sociaux. Il faut savoir que dans les réseaux sociaux, il y a un truc qu'on oublie souvent, c'est qu'il y a social dans les réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux, c'est un moyen d'engager la conversation. Donc ne vous contentez pas de balancer de la communication. J'ai fait ci, j'ai fait ça, beau chantier, machin, qui est en content et tout. Derrière, il faut que vous engagiez la conversation avec ceux qui commentent, avec ceux qui vous posent des questions. Et le but des posts que vous allez créer sur les réseaux sociaux, ça va justement être ça, d'engager la conversation. Si le but d'un post, c'est juste de montrer ce que vous faites, bah, vous n'allez pas engager la conversation. Donc le but, c'est d'éveiller l'intérêt, d'engager la conversation. Vous pouvez aussi utiliser les réseaux sociaux, et là c'est un super levier également, c'est de faire de la publicité sur les réseaux sociaux. C'est un espace publicitaire qui est encore pas cher. Ça s'apprend, ne vous lancez pas comme ça à l'aveuglette parce que vous allez perdre votre argent, en tout cas au début. Moi c'est ce qui m'est arrivé, les premières pubs, j'ai perdu beaucoup d'argent. Mais après, une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, on récupère tout l'argent qu'on a perdu. Donc c'est pas très grave. Mais ne dites pas, oh ça marche pas, j'ai fait une pub, j'ai mis 100 balles, je les ai jamais récupéré. Continuez, persévérez, vous allez y arriver. Les réseaux sociaux sont un super levier publicitaire. Vraiment à utiliser. Et puis surtout, dans votre communication en digital, ce qui est super important, c'est d'avoir de la consistance. De la constance, pardon. Je suis en anglais, pardon. De la constance en français. C'est super important d'avoir de la constance parce que vous allez faire des posts très réguliers, donc les gens vont vous voir. Ce qui fait que c'est pas un super post et la théorie de l'influenceur ou de la superstar des réseaux sociaux qui a fait un post et qui a fait des millions de vues et qui est devenu ultra célèbre, je vous assure que ça ne marchera pas pour vous. Ce qui va marcher pour vous, c'est faire des posts régulièrement. Alors ne vous découragez pas parce que souvent on entend ouais, il faut faire une publi par jour, 3 stories par jour, 5 stories, enfin ok. Non, sinon vous allez faire que ça. On n'est pas des marketeurs digitaux, ok? On est des paysagistes. Donc ce que vous allez faire, c'est au moins faire une fréquence de 1 fois par semaine. Si ça marche bien, vous faites 2 fois par semaine. Si ça marche bien, vous faites 3 fois par semaine, si vous arrivez à tenir le rythme. Ne montez pas le nombre de fois tant que vous n'arrivez pas à tenir le rythme. Et il y a un truc qui est super sympa aussi, si vous voulez pas trop vous embêter, c'est de faire des posts programmés. Et ça, vous pouvez le faire depuis la plateforme Meta, donc qui va gérer Facebook, votre page Facebook et votre page Instagram. Et là, vous faites un post et vous diffusez. Vous pouvez faire des posts pour un mois, par exemple, et les envoyer. Alors, vous évitez de perdre du temps, puis ça va vous permettre d'être très, très régulier dans le moment de poster. Ok? Est-ce que vous avez des questions sur la partie communication? Je vous laisse 30 secondes pour me les poser si vous voulez dans le chat.
Ce qu'on a vu, juste pour récapituler, donc c'est de bien identifier les produits qui vont vous différencier des autres, d'avoir un client idéal, d'analyser votre marché s'il fonctionne bien, de donner une vraie mission et pas n'importe quoi, pas des prestations, hein, pas un détail prestation, une vraie mission, d'activer le bouche-oreille avec un réseau de partenariat, d'utiliser Internet sans se faire avoir et d'une manière efficace, les réseaux sociaux, ne pas les fantasmer et engager plutôt la conversation et d'avoir un plan de communication régulier et clairement établi. J'en profite pour faire une petite pause sur ce. Alors, je vois qu'il n'y a pas de questions supplémentaires. Alors, ce que je vous propose, c'est réouvrir notre boîte à outils et de passer dans le deuxième compartiment. Le deuxième compartiment, c'est la vente. Et ça, la vente, c'est un truc qui fait peur. Clairement, ça fait peur. Pourquoi ça fait peur? Parce que on n'est pas des commerciaux de base. Donc, voilà. Tiens, une question intéressante avant de commencer d'Alexis qui me dit: le client idéal, ça ressemble un peu à une licorne, il faut avoir de la chance pour trouver le réseau. Absolument pas. Absolument pas. Le client idéal, c'est toi qui le définis. Et après, c'est pas de la chance pour trouver un réseau. C'est toi qui vas chercher ce réseau-là. C'est toi qui vas trouver, mais tu dis, ok, je veux mon client idéal. Mais qui est en contact avec ce client idéal? Et comment est-ce que je peux toucher ces personnes pour aller toucher le client idéal? Je t'assure que tu vas voir, ton réseau, il va se faire tout seul. Vraiment, il va se faire tout seul. En ayant un peu de réflexion et de prendre le temps de le faire, il va se faire tout seul. Et après, tu vas contacter les personnes. Mais c'est pas du tout une licorne. Le client idéal n'est pas du tout une licorne. Je peux te donner mon exemple sur mon entreprise du paysage où je fais que de la moquette de pierre. Mon client idéal, c'est un couple de 40 ans qui vient de faire construire sa maison ou qui vient de rénover sa maison, qui a mis une piscine et qui est cadre sup ou chef d'entreprise. Je pense pas que ce soit une licorne. Parce que des personnes comme ça, tu vas en croiser. Il faut juste aller la chercher, c'est tout. Ok. On attaque la vente. Mais je vous invite à continuer à poser des questions, même sur la communication. Et puis si je ne vous réponds pas comme ça en direct, je vous répondrai un peu plus tard dans le chat. Dans la vente, le premier point, ça va être, avant quoi que ce soit, ça va être justement de qualifier le client. C'est-à-dire que vous avez votre client, le client il prend le téléphone, il vous appelle, et il dit: ouais Joël, je veux que vous veniez me faire l'entretien du jardin. Et bah oui, très bien, bah on va faire un devis. Mais avant d'aller faire un devis, avant de se déplacer pour rien, on va chercher à identifier ce que veut le client, clairement. Est-ce qu'il est prêt à payer pour ça? Et quand est-ce qu'il veut le faire? Pourquoi? Parce que si on me dit: je veux que vous me fassiez l'entretien du jardin pour demain, mais que moi j'ai un carnet de commandes plein en 3 semaines, ça sert à rien que je me déplace faire un devis, je vais perdre mon temps, d'accord? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à la personne quand elle veut le faire, et puis est-ce qu'elle a le budget. Imaginons par exemple que la personne, elle te dit: j'ai 2000 mètres carrés de terrain à tondre. Oui, d'accord, très bien. Quelle est la hauteur de l'herbe? 10 cm, très bien. C'est une tonte classique. Tu dois être capable à peu près de donner un budget voilà, pour cette prestation. Si ça fait quelque temps que tu es lancé, puis si ça fait pas quelque temps, bah, du coup, va faire le devis, puis tu vas apprendre à budgétiser au moins d'une manière globale. Dans ce cas-là, il faut savoir qu'il vaut mieux donner au client un budget un peu élevé pour être tranquille après par la suite. Ça, c'est la qualification client. Donc, tu vas t'assurer que la prestation, déjà, toi aussi, tu puisses la faire. Parce que des fois, on va te demander quelque chose que tu ne peux pas faire ou qui est compliqué à faire pour toi. Donc là, à ce moment-là, tu recommandes quelqu'un. Ok? Il faut bien t'assurer que la prestation, tu puisses la faire. Ensuite, les délais, on en a parlé. Et puis, le prix. Donc, au maximum, essaye de savoir quel est le budget du client pour cette prestation-là. Si tu n'as pas le budget du client, c'est très compliqué d'avoir quelqu'un qui s'engage par la suite. Donc, est-ce que le client a prévu un budget? Si tu n'arrives pas à l'avoir au téléphone, et ce que je comprends, hein, parce que des fois, un client qui te dit: aménagez-moi mon terrain, j'ai 500 mètres carrés, le budget, il va entre 500 € pour un plan jusqu'à 150 000 € pour des trucs de fou, d'accord? Donc, on ne va pas pouvoir dire un budget. Par contre, au premier rendez-vous, on est capable de dire un budget. Et avoir un budget avant de commencer à chiffrer, va te faire gagner un temps fou. Parce que tu vas dire au client: voilà, ok, je vois votre jardin, ça vaut à peu près entre 15 et 20 000 €. Si le client il te dit: non, moi j'ai prévu 3, tu peux partir tout de suite. Si le client il te dit: oui, c'est bon, nickel, ça marche. Okay. Donc vraiment identifier le budget du client le plus vite possible, même si le client te dit qu'il n'a pas budgétisé, qu'il ne sait pas combien ça peut coûter, blablabla, et blablabla. C'est à toi de le faire si lui il n'est pas capable de le faire. Okay. Qualification client, premier outil. Deuxième outil, le chiffrage.
bah ouais, tu peux pas vendre un truc qui est pas rentable ou un truc, voilà. Tu peux pas faire des chiffrages en te basant sur des prix trouvés sur Internet ou dans je ne sais quel catalogue de référence de prix. Chaque chantier est différent, chaque situation est différente. Donc il va falloir que tu crées un prix qui soit vraiment créé avec ce qu'il faut dedans. Ça veut dire que tu saches ce qui se passe à l'intérieur de ton prix. Parce que tout à l'heure, on va en parler, il y a une phase de négociation souvent, au moment des devis ou après avoir présenté les devis. Mais si tu ne sais pas ce qu'il y a dans ton prix, tu vas négocier n'importe quoi. Ça veut dire que tu vas être capable de négocier, d'enlever tes marges au cours de la négociation ou carrément d'enlever ton revenu au cours de la négociation. Donc ça, c'est pas possible. C'est parce que tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. Donc c'est pour ça que tu dois identifier qu'est-ce qui constitue ton prix. Et notamment le prix de la main-d'œuvre, puisqu'on est des prestataires de services. Même quand on fait de la création, on est des prestataires de services. Et savoir combien tu dois vendre ta main-d'œuvre et pourquoi tu la vends à ce prix-là, c'est quelque chose de basique. Donc ça, c'est primordial, savoir de quoi est constitué ton tarif avant de commencer à vivre, à faire tes devis, pardon. Et dans la main-d'œuvre, il faut faire très très attention aux coûts cachés. Tu as des coûts cachés, déplacement, essence, etc. Donc il faut vraiment faire attention quand tu chiffres tout ça. Ça peut être aussi les coûts cachés, ça peut être des plantes qui ne reprennent pas, alors que tu as mis une garantie de reprise et tes végétaux ne reprennent pas. Donc ça, il faut l'anticiper. Et évidemment, tu vas faire des forfaits. Donc on vend ni à l'heure, ni à la journée, ni... Non, on vend une prestation. Une prestation finie. Alors je sais que service à la personne, tu es obligé de mettre le nombre d'heures. Mais pas sur tes devis, ni sur tes factures. Tu es obligé de le mettre sur la déclaration fiscale. Donc c'est informatif. D'accord? Donc il n'y a pas de souci sur ça. Tu ne vends pas à l'heure, tu ne vends pas à la journée, tu vends à la prestation finie. Un exemple très simple, une taille de haie. Taille ta haie, tu dis à la personne, il y en a pour 2 heures. Tu passes 1h30. La personne, elle va pas payer, elle va te dire, vous avez mis 30 minutes de moins, je vous paye 30 minutes de moins. Mais elle aura raison, parce que tu auras donné 2 heures de vente. Tu fais la même taille de haie. Tu vois que tu es en train de mettre 1h30, tu te dis, je vais tirer, parce que comme ça, je vais faire mes 2 heures, et je vais pouvoir vendre mes 2 heures. Sauf que la personne, elle t'a vu. Elle dit, ah, vous êtes en train de... Tranquille, là. Ok? C'est pas fou niveau relation client, même si elle te paye. Et autre cas de figure, tu prévois 2 heures, mais t'en mets 3. Mais je peux t'assurer que l'heure supplémentaire, tu seras pas capable de la vendre. Parce que la personne, elle dit, ouais, mais vous êtes planté, c'est pas ma faute. Vous avez été trop lent, c'est pas ma faute. Donc, si tu mets des heures, à chaque fois, c'est le client qui gagne. Et toi qui es perdant. Alors qu'une relation commerciale, c'est tout le monde gagne. Et tout le monde gagne quand il y a une prestation qui est bien faite, et un client qui est content, et que toi, tu es payé. Donc, c'est pour ça qu'on facture au forfait. Alexis, bonne question. Est-ce que facturer au mètre carré ou mètre linéaire, c'est bien? C'est bien, mais que dans certains cas. Ça veut dire que tout ce qui va être prestation, entretien, etc., tu fais pas de mètre carré, tu fais pas de mètre linéaire. Par contre, si tu fais un aménagement pas de jardin, mais un aménagement de maçonnerie de jardin, tu vas mettre un prix au mètre carré, au mètre linéaire. Explication. Je crée des terrasses en moquette de pierre. Je connais, hein, c'est ma partie. Les chantiers, c'est toujours plus ou moins les mêmes. Parce que je suis sur le même support. Une dalle béton. Donc je peux faire un prix au mètre carré. Parce que j'ai toujours la même situation avant de chiffrer. Autre exemple, tu poses une clôture. Tu peux très bien mettre un prix au mètre linéaire pour ta clôture. Ça permet au client d'être assuré. Maintenant, si tu fais une création de jardin, tu ne vas pas mettre un prix au mètre carré de gazon. Pourquoi tu ne vas pas mettre un prix au mètre carré de gazon? Parce que si tu te bases sur un prix au mètre carré, tu vas voir le client qui va te négocier que là, il y a un mètre de plus ou là, il y a un mètre de moins. On en revient au même problème. Ou tu vas avoir le client qui va comparer des prix au mètre carré. Donc, il va taper sur Google prix gazon mètre carré. Je peux t'assurer que dans 90% des cas, tu seras plus cher si tu as fait un vrai prix par toi-même. Le seul moyen pour que tu ne sois pas plus cher que ça, c'est que tu aies été sur Google et que tu tapes gazon prix au mètre carré. Okay. Donc, tu peux pas faire ça en fait. C'est pas viable. Donc, les mètres carrés, oui, mais que dans certaines conditions. Le mieux, c'est de favoriser les forfaits et les packs. Création d'un massif, les végétaux, blablabla, la taille des végétaux, blablabla. Ça, c'est légal. Tu dois dire ce que tu mets légalement, avec le détail, parce que ça, c'est légal. Par contre, tu n'es pas obligé de mettre le prix unitaire en face. En bas, tu peux mettre massif 1 avec tout le contenu du massif 1 et le prix. Il n'y a aucun problème à ça. D'accord? J'espère que j'ai répondu à ta question, Alexis. J'ai vu Stéphane passer. Salut Stéphane. N'hésite pas à partager, Stéphane, à commenter, poser tes questions. On est là pour ça.
Donc ça, c'était le chiffrage des devis. Et ce qu'il ne faut pas confondre aussi, c'est un devis et une offre. Un devis, c'est un chiffrage avec des prestations et des prix. Ça, c'est un devis. Une offre, c'est un devis, mais en plus sexy. Un truc qui donne envie d'acheter. Donc, si tu fais de l'entretien de jardin, tu peux avoir une petite pochette catalogue avec 2 pages qui dit voilà, on fait ça, t'expliques ta mission, t'expliques ce que tu fais, un truc bien fait et tu mets le devis dedans. Ça, c'est le moyen le plus rapide et le plus simple de faire une offre. Maintenant, si tu fais une création de jardin complète, tu vas faire quelque chose qui est du visuel. Les gens, ils achètent ce qu'ils touchent, quoi, ce qu'ils voient. Tu vois, tu veux. Si tu vois pas, tu veux pas. Donc un devis, on voit rien. Au pire, on a des petits trucs tout petits là où il faut plisser les yeux et on voit une mini plante ou mini pot. Voilà. Non, il faut que les gens ils voient quelque chose, il faut que ça leur donne envie. Donc on va faire une offre. Et une offre, ça demande des photos, des explications, etc. Et sur des devis qui sont conséquents, on va pas faire une offre, encore une fois, pour l'entretien de jardin, une simple pochette avec un visuel bien fait sur 2 pages et tu mets tout le temps le même, c'est parfait. Par contre, si tu vas plus loin, sur de la création, par exemple, où les budgets sont plus gros et où ça demande plus de créativité. Et puis, quand on fait de la création, on aime créer. Donc voilà, ça demande plus de créativité, il faut que tu donnes du visuel. Il faut vraiment que tu donnes du visuel. Donc ça y est, tu as qualifié ton client, tu lui as fait ton devis, tu lui présentes l'offre. Et le client, il pose l'offre et puis il dit « Ok, maintenant, je vais réfléchir. » Alors, je ne suis pas là pour forcer les clients. J'aime pas forcer les clients. Donc déjà, je vais pas te dire, ouais, essaye de dire ci, essaye de dire ça pour que le gars signe tout de suite et tout. C'est vraiment pas comme ça que j'aime travailler. J'aime laisser les gens prendre le temps et vraiment, j'aime pas forcer les gens. Donc je vais pas te dire, fais ci, fais ça pour qu'ils te signent tout de suite. Si tu peux, qu'ils te signent tout de suite quand tu présentes ton offre, c'est super cool. Normalement, ça peut arriver parce que tu as déjà tout qualifié ton client avant. Maintenant, ben, on va lui laisser le devis, même 95% des cas, et puis on va rentrer à la maison ou au bureau. Et puis ça va en rester là. On attend que le client rappelle. Pourquoi? Parce qu'on a peur de relancer. On a peur de prendre son téléphone, on a peur de dire ouais, monsieur, madame, machin, le devis, tout ça, on avait dit qu'on se rappelait. Donc moi, ce que je te recommande pour les relances et pour te déstresser par rapport aux relances, c'est d'utiliser la courbe de l'oubli. Tu vas sur Google, tu tapes courbe de l'oubli, tu vas voir, ça fonctionne très bien. Il faut savoir que la première relance, elle se fait dans les 10 minutes, un quart d'heure après la dépose du devis. Il suffit simplement d'envoyer un petit message et de dire « Ah, j'ai vraiment apprécié notre entretien, je suis à votre disposition si vous avez des questions. » Point barre. L'idée, c'est pas de relancer les devis. L'idée, c'est que les clients ils se rappellent de toi dans leur tête. De dire « Ah oui, eux, ils existent. Le paysagiste, il était sympa la dernière fois. Ouais, c'est vrai, il m'a fait un devis, je vais peut-être le rappeler. Ou il faut que je vois ça avec lui, voilà. » Et ça, c'est parce que tu t'es juste rappelé à eux. L'idée, c'est pas d'aller vendre. L'idée, c'est de se rappeler à eux. Si tu essayes de dire « Ouais, mon devis, vous en avez pensé quoi? Alors, vous pensez que si, vous pensez que ça ?» Les gens, ils vont se sentir forcés. Et c'est pas pour autant qu'ils auront plus envie d'acheter chez toi. Par contre, il y a un truc aussi qu'il faut bien prendre en compte quand tu relances. C'est que si toi, tu relances pas, tes concurrents, ils relancent. Et le client, il n'est pas dérangé par une relance. C'est même plutôt gratifiant pour un client d'être relancé. Pourquoi? Parce qu'il se dit, tiens, cet entrepreneur, il a envie de travailler. Ça fait pas mordre la faim. Ça fait envie de travailler et envie de créer une relation de partenariat avec ce client-là. Parce qu'encore une fois, on travaille entre humains. Et quand on travaille entre humains, on a des relations humaines. Donc si tu faisais l'offre à ton pote en lui disant, tiens, je viens t'aménager le jardin et ça me ferait plaisir de te faire le jardin, sans notion d'argent ou quoi que ce soit, ça me ferait plaisir de te filer un coup de main. Que ton pote, il te dit, ouais, ben écoute, je réfléchis, je vois quand est-ce que je peux le mettre au planning. Au bout d'un moment, tu vas le rappeler. Et tu vas lui dire, bon alors, quand est-ce qu'on le cale? Donc là, l'idée, en fait, c'est que tes clients, c'est comme tes potes, quoi. Bah, ils ne traitent pas comme tes copains, hein, d'accord? Il y a quand même une distance de relationnel à mettre. Mais en tout cas, le fait de relancer comme ça et de dire, voilà, oh, juste, coucou. Tu vas voir, ça marche. Et c'est pas lourd, ni pour toi, ni pour le client. Et le client se dit, ok, ce gars-là, il a envie de travailler, cette entreprise-là, elle a envie de travailler. Alors à ce moment-là, ben, le client, il veut te signer, puis il dit, ben, on va négocier. Aïe. Négocier, souvent, on négocie le prix, quoi. On pense négocier, on pense prix.
te le dis. Là, tu me dis, ah, je veux négocier. Tu dis, ah, on va essayer de gratter un peu de prix. En fait, il faut voir qu'est-ce que veut le client. Alors, il y a deux types de négociations. Il y a la négociation compétition, il faut qu'il y ait un vainqueur. Honnêtement, celle-là, elle n'est pas très saine. Par contre, il y a la négociation un peu collaborative. Donc, si tu tombes sur un compétiteur, il veut à tout prix quelque chose, il va falloir que tu le fasses passer en collaboratif. Ou on va créer quelque chose ensemble et on va trouver un arrangement qui nous convient à tous les deux. Et il y a 3 leviers. Évidemment, il y a l'aspect financier. Et la plupart des gens négocient l'aspect financier. Mais il y a aussi les délais et les fournitures. Imaginons que le devis de tout à l'heure de la création, les gens disent moi je veux bien, mais je veux une remise de 1000 euros par exemple. Tu serais bien bête de barrer le prix et de mettre moins 1000 pour signer le devis. Si la personne elle veut 1000 euros de moins, tu dis ok, sauf que moi là, mon planning il est complet jusque là. Par contre j'ai un trou, et je sais que chaque année j'ai un trou au mois de décembre. Je vous propose de le mettre au mois de décembre et de vous faire une remise un petit peu supplémentaire parce que vous allez me donner votre acompte maintenant, du coup ça me fait de la trésorerie, etc. jusqu'au mois de décembre. Ou janvier ou février, peu importe. Donc tu peux négocier les délais. De la même manière, quelqu'un qui veut un délai très court, tu ne pourras pas négocier. Parce que pour toi, ça te fait changer le planning. Donc, tu peux négocier sur les délais. Et tu peux aussi négocier la fourniture. Ça veut dire que tu peux très bien dire 1000 euros de moins, je ne peux pas. Par contre, là, on avait prévu un arbre en 12-14. Moi, je peux vous faire une remise et le passer en 6-8. Et puis là, on avait prévu un arbuste en 60-80. On peut le passer en 30-40 plutôt. Et là, effectivement, le prix va descendre. Je vais même te dire que c'est un moyen de négociation qui permet d'augmenter tes marges. Parce que le prix final descend, mais toi, ça ne veut pas dire que tu rentres tes marges. C'est juste que tu changes de produit, en fait, tu changes la taille du produit. Tu peux carrément changer le produit. Vous vouliez un pot en acier Corten, on va plutôt mettre un pot en bois. Je ne suis pas sûr que ce soit moins cher, mais bon. Voilà. Donc la négociation, c'est pas qu'une question de prix, c'est aussi une question de délai et une question de matériaux et de produits. Ça y est, on a bien négocié, on fait notre chantier, donc maintenant on va se faire payer. Et là, se faire payer, des fois, ça pose problème parce qu'il y a des délais de paiement qui sont très longs. Et assurer ces délais, les paiements, c'est quelque chose qui est primordial parce que c'est ça qui assure la survie de ton entreprise. Enfin, la survie et la croissance de ton entreprise. On est là pour la développer, je rappelle. Donc, les paiements, il faut vraiment les verrouiller. Et aujourd'hui, quand je travaille avec des entrepreneurs en coaching, on ne parle pas en termes de chiffre d'affaires, on parle en termes d'argent récupéré sur le compte en banque. Parce qu'en fait, il n'y a que ça qui compte. Parce que tu peux avoir une facture de 10 000 euros déposée chez un client. Si ce client n'est pas content et qu'il décide de t'en payer que 5 000, tu n'as pas fait 10 000 euros, tu n'en as fait que 5 000. Donc c'est super important de réfléchir en moyens de argent rentré sur le compte. C'est ça qui compte. Donc les moyens assez rapides, on va en rappeler quelques-uns pour faire rentrer de l'argent rapidement sur son compte en banque, c'est demander des acomptes. C'est faire des plans de paiement, si le chantier il est long, c'est dire voilà, au commencement des travaux, il y aura tant à payer, à moitié des travaux, tant à payer, fin des travaux, tant à payer, etc. Le tout, c'est de faire en sorte que tu n'aies pas d'argent dehors. Et puis ensuite, envoyer des factures le plus vite possible. Parce que si vous mettez 3 semaines à envoyer votre facture, n'attendez pas que votre client il vous paye la facture tout de suite. Il va se dire, il n'est pas pressé celui-là. Tu n'es pas obligé de le payer là tout de suite maintenant. Donc ça va traîner, ça va traîner, ça va traîner. Et ton compte en banque, il descend, il descend, il descend. Ok. Donc il faut vraiment que tu as fini la presta, tu factures. Tu prends un facturier, enfin tu fais une prestation de base. Déjà, il y a des applications qui permettent de facturer, notamment des applications de service à la personne. Tu factures directement, tu envoies la facture au client, le client fait le virement. Bon, ok. Tu as aussi le fait de, si tu sais à quel moment tu vas finir ton chantier et tu sais que le montant est fixe, qu'est-ce que tu fais? Tu imprimes la facture, on allait chez ton client, quand tu as fini le chantier, tu lui laisses la facture. Dans 90% des cas, tu as un paiement qui arrive tout de suite. Et surtout, prends un facturier avec toi. Parce que si le client demande des prestations supplémentaires, tu as un facturier, même à la main, on s'en fiche. Même à la main, on s'en fiche. Tu le sors et tu fais signer le client. Tu dis voilà, j'ai fait ça en plus, ça coûte tant. J'étais il n'y a pas longtemps, juste pour anecdote, il n'y a pas longtemps chez un client, je posais une moquette de pierre et il y a le plombier qui est arrivé pour faire une reprise sur l'arrosage automatique. Le plombier, il est arrivé, il a mis un quart d'heure, 20 minutes pour faire la reprise. Il était avec son apprenti, il a dit à son apprenti, va chercher le facturier.
Le principe, tu es allé chercher le facturier, il a facturé le client tout de suite, il est reparti avec son chèque. Très bon exemple. Et une fois que le client il t'a payé, tu te dis, ah c'est cool, c'est fini. Là, tu passes à côté d'un gros paquet d'argent. En vrai, tu passes à côté d'un gros paquet d'argent. Parce qu'il y a encore de la vente à faire. Ce qu'on appelle les ventes additionnelles. Donc, les ventes additionnelles, c'est pas pour fourguer un autre truc au client. C'est un service qu'on rend au client. Ça veut dire que si tu finis ta création de journal, ben, tu dois proposer absolument le suivi. Ça ne veut pas dire que le client va le prendre, mais tu dois absolument le proposer. C'est ta responsabilité de chef d'entreprise. Parce que si tu ne proposes pas le suivi et que les plantes crèvent derrière, ben, tu as failli à ta responsabilité. Donc si le client dit remplacez-moi les plantes, ben, tu vas être obligé de le faire. Sous certaines conditions, mais tu vas être obligé de le faire. Alors que si tu dis, ben, moi je vous ai proposé un suivi, par exemple pour l'arrosage, mais vous l'avez refusé, c'était à vos risques et périls. C'était marqué dans les conditions générales de vente, et on va en parler tout à l'heure. D'accord? Donc, vraiment, proposer des ventes additionnelles, c'est proposer un service en plus. D'accord? Et c'est pas fourguer un truc en plus au client. Donc, réfléchis quand tu as fini ton chantier, ou même avant, quand tu crées ton devis, tu te dis, ok, là, le client me demande ça, qu'est-ce que je pourrais lui vendre en plus derrière pour l'aider, pour lui faciliter la vie. Plus tu vas chercher à faciliter la vie pour ton client, plus tu vas avoir des ventes additionnelles qui sortent, des possibilités en tout cas de ventes additionnelles qui sortent. Donc prépare-toi bien à l'avance, mais surtout, ne néglige pas les ventes additionnelles parce que c'est tes clients, ça coûte cher d'aller chercher un client, ça coûte de l'argent d'aller chercher un client, ça coûte du temps d'aller chercher un nouveau client, alors que là, tu as un client qui déjà t'a fait confiance et qui est prêt à travailler encore avec toi sur le long terme. Donc, vente additionnelle à la fin des chantiers, toujours. Salut Adine, ravi de t'avoir avec nous. Et bien ça y est, on a ouvert le deuxième compartiment de notre boîte à outils, on a ouvert le compartiment de la vente, on a exploré dedans. Alors si vous avez des questions à propos de la vente, profitez-en, on va prendre quelques secondes pour échanger autour de ça. Et puis on va doucement aller se mettre vers le troisième box de notre boîte à outils qui va être la production. Donc on rappelle donc la vente, les étapes de la vente, les outils de la vente, la qualification des clients, le chiffrage des devis, l'offre, les relances, l'art de la négociation, les paiements et les ventes additionnelles. C'est tout ce qui fait le box de la vente. On continue, on ouvre la production. Alors la production, bah, c'est bien, on a vendu, mais il faut aller le délivrer au client. Il faut aller donner les prestations au client. Ok. Donc, on va s'attarder sur comment est-ce qu'on fait pour aller donner les meilleures prestations possibles au client. Donc, on a plusieurs moyens de produire, c'est de le faire soi-même, et ça c'est souvent quand on est seul ou qu'on débute, on le fait soi-même. Mais comme on veut développer notre entreprise, ben, il faut déléguer, quoi. Parce qu'on ne peut pas être partout tout le temps. Et il y a beaucoup de personnes qui sont seules, qui sont surmenées. Donc ils font 60-70 heures par semaine, facilement. Donc à un moment, si tu veux produire clairement, il va falloir déléguer. Donc tu peux déléguer pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est une tâche que tu ne maîtrises pas, donc tu vas la donner à quelqu'un d'autre, tu vas la sous-traiter, la co-traiter, etc. Ou bien c'est parce que tu n'as pas le temps, tout simplement. Mais comme tu veux développer ton entreprise, tu ne vas pas refuser des nouveaux clients. Donc ce que tu vas faire quand tu vas déléguer, en fait, il y a 3 moyens de déléguer. La première, c'est l'embauche. Voilà, clairement, tu embauches du monde, ils bossent pour toi, c'est parfait, tu as délégué. La deuxième, c'est de prendre des intérims ou des contrats de saison. Ça vient t'aider sur du ponctuel. Tu fais beaucoup d'entretiens. Le moment où il faut tondre et tailler en même temps, à chaque fois, c'est le bazar. Donc, tu vas prendre un intérim, un saisonnier à ce moment-là. Et le troisième, on l'a dit tout à l'heure, c'est de prendre un sous-traitant ou co-traitant pour faire une partie des tâches à notre place. Donc ça, c'est vraiment 3 points qui permettent de déléguer. Donc, tu vas produire par délégation. Pour que tu produises évidemment d'une qualité qui soit exceptionnelle, pas qui soit comme tout le monde, mais qui soit exceptionnelle, et bien en fait, il va falloir aussi que tu fasses un bon choix dans tes fournisseurs. Ça veut dire que tu ne peux pas vendre n'importe quoi, n'importe qui. Tu ne peux pas toujours aller chercher le moins cher. Donc c'est vraiment une sélection à faire en amont, les fournisseurs, parce que du coup, ça va te faciliter les devis, ça va te faciliter les chiffrages, mais aussi tu sais chez qui tu vas, tu entretiens des bonnes relations, etc. Donc c'est super important d'avoir des fournisseurs de qualité. On ne peut pas faire un bon produit avec des produits de qualité médiocre.
On fait un bon produit, on donne des bons services avec des produits de bonne qualité. Donc les fournisseurs sont super importants. Juste 3 petits points pour sélectionner les fournisseurs. La proximité, il ne faut pas aller chercher des trucs à l'autre bout du monde. Les services, ça veut dire quel est le fournisseur, est-ce que derrière il y a un service ou est-ce que c'est toi qui vas assurer le service? Et puis les rapports qualité-prix, ça veut dire que toi, tu as ce rapport-là entre la qualité et le prix, de manière à ce que tu puisses avoir quelque chose de qualité et que tu puisses le vendre du mieux possible. Ensuite, pour travailler, il faut du matériel. Donc là, le matériel, il faut arrêter, pareil, d'aller chercher du premier prix, des marques exotiques, etc. Les marques exotiques, c'est bien, c'est marrant, parce que c'est nouveau, parce que c'est pas cher. Mais si derrière, il n'y a pas de service après-vente, voilà quoi. T'as l'air malin. Donc super important de faire un bon choix de matériel. Encore une fois, on va favoriser le rapport qualité-prix, les prestataires qui sont pas loin de chez nous, qui sont faciles à entretenir. Enfin, là où c'est facile de faire l'entretien en tout cas. Ça fait partie, on va dire, du bon sens, quoi. Mais j'en vois tellement qui partent dans des délires. Je veux dire, encore cette semaine, j'ai vu passer quelqu'un qui voulait acheter des produits chez Lidl, quoi. Lidl, ça va bien quand t'as une branche à couper, quoi. Mais non, c'est pas du matos professionnel, quoi, clairement pas. Puis si ton truc il tombe en panne, tu fais quoi? Donc ça marche pas. C'est gros, hein, mais ça existe vraiment. Donc faites vraiment attention dans le choix du matériel. J'aimerais attirer votre attention sur 2 choses dans le choix du matériel. Le premier, c'est quand vous achetez du matériel, et j'étais encore à Salon Vert la semaine dernière, et j'ai vu du matériel super sympa, super fun et magnifique et tout. Faites attention de bien différencier le besoin et l'envie. Ça veut dire que vous devez prouver quand vous achetez du matériel que ce matériel va être rentable et va vous faire gagner plus d'argent ou va vous faire gagner plus de temps. Mais vous ne pouvez pas acheter du matériel juste pour dire ouais il est sympa, j'ai fait une belle année, je vais payer des impôts donc je vais l'acheter. Non, payez vos impôts quoi. Prenez le cash pour vous et payez vos impôts. N'allez pas acheter un truc que vous n'avez pas besoin. Il y a combien de mini-pelles, combien de tracteurs rotadérons qui traînent dans des entrepôts qui sortent jamais? Des trancheuses, des broyeurs de branches, des trucs comme ça, il y en a partout qui sortent jamais. Donc faites bien attention à distinguer le besoin et l'envie. Et pour ce qui est du remplacement du matériel, pour savoir à quel moment on remplace le matériel dès lors que les réparations sont supérieures au montant de la valeur du matériel à remplacer. Donc grosso modo, si vous avez un tailleur et que sa valeur elle est à 200 € et que vous en avez pour 300 € de réparation, vous virez. Vous en achetez un neuf. C'est simple, c'est basique, mais c'est bon de le rappeler. Et de ne pas garder des trucs vieux comme le monde en disant ouais il est amorti et tout. Non, il n'est pas amorti. Si tu dépenses de l'argent pour le réparer tout le temps, il n'est pas amorti avec tout le temps que tu perds en plus. C'est pas du tout amorti du tout. Les fournisseurs, le matériel, on délègue. Et maintenant, on va recruter. Parce que notre entreprise elle grossit. Et recruter, c'est un vrai point noir. C'est un vrai point noir parce que déjà, en ce moment, c'est très compliqué de recruter. On va pas se le cacher, c'est très compliqué. Et en plus, souvent, on entend dire, les salariés, ils pensent qu'à eux, et ceci et cela, ils font pas ce que je leur demande, etc. Donc, comment est-ce qu'on fait pour recruter efficacement et recruter des bons profils? En fait, il y a vraiment qu'une seule possibilité de recruter. C'est de sélectionner des personnes au savoir-être. Le savoir-faire, dans 90% des postes de vos entreprises, il n'y en a pas besoin. Je sais, c'est chaud ce que je viens de dire. Mais c'est vrai, il n'y en a pas besoin. Je veux dire, franchement, aujourd'hui, tailler une haie, ça pose pas de problème à grand monde. Passer la tondeuse, ça pose pas de problème à grand monde. Faire un trou, mettre une plante au fond, ça pose pas de problème à grand monde. Ok? Donc, quand vous prenez un salarié, attachez-vous au savoir-être. Je peux vous assurer que vous ne le regretterez pas. Fred me dit c'est beaucoup de contraintes d'avoir un salarié. C'est beaucoup de contraintes, mais ton salarié, tu le vends aussi. Hein. La main d'œuvre, tu la vends. Hein. Et j'espère que le salarié te coûte moins cher que toi-même. D'accord? Donc oui, c'est des contraintes. C'est comme si tu disais, je vais acheter une tondeuse, mais il faut faire l'entretien. Tu vois, c'est un peu schématise. Mais ouais, c'est vrai. Par contre, il y a des outils qui permettent justement de s'enlever la partie des contraintes qui sont la partie managériale. Ça veut dire que si souvent, et c'est ce qu'on observe, c'est qu'il y a des entreprises qui se montent. L'entrepreneur, il est tout seul. Ça fonctionne. Ça grossit. Prends un apprenti. Ça fonctionne. Bon, ou pas, ça dépend.
Allez, un apprenti, ça on va dire ça fonctionne. Super, je prends un salarié, ça fonctionne. Super, je vais faire une deuxième équipe du coup, puisqu'on est 3 dans le camion, on peut plus se tasser. Je vais faire une deuxième équipe. Ça fonctionne plus. Ça fonctionne plus parce que c'est pas un manager en fait. Mais vraiment, quand je dis ça fonctionne plus, ça fonctionne plus. Et si vous regardez autour de vous le nombre d'entrepreneurs qui sont montés à 4, 5 salariés et qui vous ont dit « Ah, mais moi j'arrête tout ça tout de suite parce que je peux pas en fait. Je perds beaucoup de temps, je perds beaucoup d'argent. Moi, mon rôle, c'est pas manager. Donc j'étais mieux tout seul. » Et ils reviennent tout seuls avec un apprenti dans le camion. Ou un salarié. Parce qu'à un moment, ils n'ont pas pris le temps de bien s'intéresser au management et à la gestion des hommes. Et encore une fois, cette gestion-là, elle est super importante. On ne peut plus embaucher maintenant comme on embauchait dans les années 80. On ne peut plus dire, voilà ton salaire, voilà ton boulot, vas-y. Ça ne marche pas. Et beaucoup encore essayent de recruter comme ça, en cherchant des profils de personnes hyper compétentes, qui ont 10 ou 15 ans d'expérience minimum, pas 20 parce qu'après on est trop vieux, mais 10 ou 15 ans d'expérience minimum, et on leur dit, vas-y, monte dans le camion et fonce quoi. Tu sais tailler une nuit, ben va la tailler. Tu sais faire de la plantation, ben va planter. Le plan il est là, va planter. Mais ça marche pas. Et c'est ce qui se passe. Parce qu'en fait, il n'y a pas toute cette gestion de l'humain. Donc pour faire simple, quand vous recrutez un salarié, et je vous souhaite de recruter plein de salariés, mais quand vous recrutez un salarié, une fois que vous êtes bien assuré que le courant il va passer avec lui, que c'est une belle personne, ouais, intégrez-le dans l'entreprise, prenez le temps. Prenez le temps. Ne le mettez pas dans le camion et partir avec, c'est nul. C'est nul, ça marche pas. Donc prenez le temps de bien l'intégrer. Et surtout, faites en sorte, et c'est là la clé du bon management, faites en sorte que cette personne, elle soit épanouie personnellement. Oui, elle doit vous rendre du travail. Oui, elle a des objectifs à tenir. Mais si, personnellement, elle ne se développe pas elle-même, si elle ne gagne pas des qualités ou si elle n'avance pas dans sa vie parce qu'elle travaille chez vous, elle va partir de chez vous, que ce soit votre faute ou pas. Donc attachez-vous bien à faire que les personnes deviennent plus grandes en travaillant chez vous. C'est ça que c'est super important. C'est vraiment la clé du management réussi. Donc par exemple, quelqu'un qui travaille chez vous et qui peut s'acheter une maison parce qu'il travaille chez vous, vous avez réussi, il a progressé dans sa vie. Okay, quelqu'un qui travaille chez vous et qui apprend des choses, a progressé dans sa vie. Quelqu'un qui travaille chez vous, qui manque de confiance et vous lui donnez la confiance qui lui fait défaut, c'est quelqu'un qui a progressé dans sa vie. Tout n'est pas question d'argent aussi. C'est vraiment des relations humaines. Ceci n'exclut pas la mise en place de procédures. Si vous voulez déléguer correctement, il faut des procédures. Il faut dire, voilà, moi, les standards, ils sont là. On ne peut pas planter autrement que ça. On ne peut pas faire un gazon autrement que ça. On ne peut pas tailler autrement que ça. Donc, la mise en place de procédures, c'est essentiel pour qui veut croître, qui veut développer son entreprise. On va laisser les cloches sonner et puis on se reprend juste après. Je vous invite à poser des questions en attendant. Faire des remarques ou si peu importe. On est là pour échanger, il n'y a pas de souci. Ces 7 heures, elles sont longues les cloches. Mais ça permet de faire une petite pause aussi. Allez, on continue. On va s'arrêter bientôt. Donc les procédures. Les procédures, c'est tout simplement de dire aux personnes quel est le meilleur moyen d'arriver au résultat que vous attendez et de définir le résultat que vous attendez. Aujourd'hui, faire des fiches de procédure, ça peut paraître long, compliqué, mais c'est essentiel si vous voulez vous développer. Vous imaginez bien que une usine de voitures ou un McDonald's, peu importe, je ne dis pas que vous faites du McDo, mais c'est pour l'exemple. On va pas dire voilà les pains, voilà les steaks, voilà la salade, les tomates. Il y a toutes les sauces, elles sont là. Fais-moi un Big Mac. Bah non. Il y a une procédure à suivre, un ordre à suivre, des étapes à suivre pour que le Big Mac il ait toujours le même goût. Et vous, vos clients, vous devez les servir toujours de la même manière. On est sûr que ce que vous faites, c'est bon. On est sûr que vous êtes l'entreprise sérieuse. Quel que soit le nombre d'employés que vous avez. C'est super dur à mettre en place sur le nombre. Mais ça passe que par les procédures. Et ça passe que par les résultats attendus, clairement identifiés et notés. Donc pour faire des procédures, juste un truc super simple. Il y a un bouquin qui a été édité par les entreprises du paysage. On va le retrouver sur les entreprises du paysage.
et qui va en fait vous donner le gros des procédures pour tous les travaux du paysage, entretien et création. Donc ça, utilisez-le, ça vaut 10 € je crois. Donc utilisez-le, mettez-le dans le camion, c'est la base de vos procédures. Et après bâtissez des procédures dessus. Ça, vous oublierez rien et ce sera en relation avec les règles du paysage, on est sûr que les choses seront bien faites. Donc, mise en place des procédures. Puis ensuite, ben, vous allez organiser vos chantiers et pas vous lever le matin en disant « Tiens, je vais où aujourd'hui ?» Okay. Donc ça, c'est aussi basique. Préparez vos chantiers. Et surtout, quand vous organisez vos chantiers, surtout quand il y a du personnel, ce qui est super, c'est traquer le temps perdu. Traquer le temps perdu. Ça veut dire qu'on regarde là où on a perdu du temps, là où on n'était pas aussi efficace, là où on avait estimé 2 heures, en fait on a mis 14, etc. Et puis ensuite, ben, vous allez évaluer. Alors, il y a 2 moyens d'évaluer. C'est à la fois sur les chantiers. Vous allez évaluer tel chantier m'a rapporté tant, etc. Ou plus finement, vous allez pouvoir évaluer les prestations une par une. C'est-à-dire que vous dites, bah là, sur ce chantier-là, j'avais prévu tant de temps pour planter, super, j'ai gagné du temps. Les végétaux, j'avais prévu qu'ils me coûtent 20, en fait, ils m'ont coûté 18, donc c'est cool, etc. Et là, vous allez avoir là où vous êtes le plus rentable, point par point. Et après, vous allez pouvoir développer les postes où vous êtes rentable et enlever les postes où vous n'êtes pas rentable. On va y revenir tout à l'heure. Je vois 2 commentaires. Fred qui me dit bien la chemise. Merci Fred, c'est sympa. Eric qui me dit une fois les fiches faites, elles rentrent dans les automatismes de fonctionnement d'entreprise. Exactement. Après, c'est un automatisme. Et d'ailleurs, des employés qui passent d'une grosse entreprise où il y a des procédures clairement établies dans une entreprise où il n'y a que le patron et la bonne franquette sont perdus. Clairement, ils sont perdus. Ils ont besoin d'avoir des repères et de dire « Ah, mais tiens, s'il se passe tel problème, comment je fais, etc. » Donc ouais, les procédures, c'est vraiment des fiches faites et qui vont cadrer tout et qui sont rassurantes aussi pour vos salariés. Et c'est pas une contrainte, franchement, pas du tout. On a fait le tour de notre côté de caisson dans notre boîte à outils sur la production. Donc, rappel rapidement, donc apprendre à déléguer, choisir correctement ses fournisseurs, son matériel, recruter au savoir-être plutôt qu'au savoir-faire, la gestion des salariés, la mise en place des procédures, l'organisation des chantiers et le dernier point, l'évaluation. Et on arrive dans notre dernière partie qui est super intéressante parce que là aujourd'hui, si vous suivez les outils, là, si vous utilisez tous les outils dont je viens de parler, au total là on en est à 28 déjà. Mais vous utilisez ces 28 outils là, vous avez une boîte qui tourne. Sauf que vous êtes toujours dans votre boîte. Et nous l'idée ça va être de sortir de cette boîte. Qu'on puisse mettre notre entreprise au service de notre vie. C'est ça qui est super important. Donc ça, c'est la partie dirigée. Il y a 2 choses, c'est gérer et diriger. Gérer, c'est du quotidien, devis, facture, encaissement, paiement des fournisseurs, etc. On gère et on s'assure que tout fonctionne bien. Mais diriger, c'est prendre des décisions stratégiques. Et ça enlève beaucoup justement du dirigeant. Donc, ce que j'aimerais pour vous, c'est que vous soyez des vrais dirigeants d'entreprise et pas simplement des entrepreneurs qui vous faites travailler vous-même, quoi. Donc pour ça, on va s'attarder d'abord sur se fixer des objectifs. Et il faut être bien clair que se fixer des objectifs, c'est pas je veux vivre de mon travail, je veux être rentable, je veux une entreprise qui tourne. Tout ça, c'est pas des objectifs. C'est du même niveau que je veux perdre du poids. Je veux perdre du poids, c'est pas un objectif. Je veux perdre du poids, c'est un souhait. Donc je veux une entreprise rentable, c'est un souhait. Tout simplement. Maintenant, un objectif, c'est quelque chose qui est clairement défini. Si on prend l'exemple du poids, un objectif, ça va être je veux perdre 5 kilos en 6 mois. Ça, c'est un objectif. Il est clairement identifié et il y a un délai. Moi, je recommande beaucoup l'utilisation de la méthode SMART pour définir les objectifs. Donc, SMART, c'est un acronyme, ça veut dire spécifique. Donc, vous identifiez clairement ce que vous voulez, mais clairement. Mesurable, ça veut dire que vous avez quelque chose qui permet d'identifier où vous vous trouvez dans votre objectif. Est-ce que là où je suis au bon endroit, je suis en avance, je suis en retard, etc. par rapport à mon client. Donc, mesurable. Le A, moi, je préfère aligner. Certains disent atteignable. Moi, je préfère aligner. Ça veut dire que vous avez un objectif qui est en harmonie avec vous-même et avec là où vous voulez aller. Donc, aligné. Le R, ça veut dire réaliste. Donc, je ne vais pas perdre 5 kilos en 3 jours. C'est pas réaliste. Par contre, je vais perdre 5 kilos en 6 mois, c'est tout à fait réaliste. Okay, donc, vous ne fixez pas des objectifs de n'importe quoi. Fixez-vous des choses qui sont réalistes. Et temporel pour le T. Ça veut dire que dans le temps, ils ont un temps défini. Et ils s'arrêtent à un moment.
Et là, à partir de ce moment-là, vous êtes capable de dire j'ai atteint l'objectif, j'ai été au-delà de mon objectif, ou j'ai pas atteint mon objectif, et vous pouvez faire une analyse précise. Donc, encore une fois, je vous dis ça parce que souvent, quand j'échange avec les personnes, je dis c'est quoi ton objectif? Et j'entends, je veux une entreprise rentable. Je veux un bon revenu. Bah ouais, mais c'est pas un objectif ça. C'est un souhait. Ok? Donc, smart. Objectifs sont smart. Ensuite, dans la direction, il va y avoir la gestion du temps. Et là, c'est super important la gestion du temps parce que il y en a tellement qui courent partout qu'ils n'ont jamais le temps de rien. Ils n'ont jamais le temps de rien. Les devis s'accumulent sur les bureaux. Les chantiers, ils sont plus ou moins faits comme on peut, mais souvent ils sont finis très tard. Les clients sont négligés parce que ils n'ont jamais le temps de répondre au téléphone ou de reprendre le téléphone pour les rappeler. Et encore moins de se former, encore moins de tout le reste, quoi. Donc la gestion du temps, c'est vraiment quelque chose de primordial. Faites-vous un planning et réservez-vous des créneaux sur votre planning. Et arrêtez de perdre du temps. Des fois on dit ouais, j'ai pas le temps. Et puis à la fin, tu regardes ton écran et tu dis ah ouais, j'ai quand même 2 heures sur les réseaux sociaux là aujourd'hui. Donc c'est pas forcément toujours une question du temps, c'est une question d'organisation. Donc vraiment, mettez-vous des créneaux clairs et identifiés sur votre planning de manière à travailler sur votre entreprise. Prenez le temps de travailler sur votre entreprise. Ça commence, mais simple, 2 heures par semaine. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui dans ma direction d'entreprise pour développer mon entreprise? 2 heures par semaine, le vendredi de 16 à 18. Cool. C'est pas compliqué. Vous avez trouvé 2 heures. Okay. Et du coup, le fait de réduire un peu votre planning, ça ne va pas le faire aller non plus sur des proportions énormes et finir tard en soirée, etc. Vous avez un planning calé. 19 heures, je coupe le téléphone, je coupe tout et je fais autre chose. Ça paraît simple, mais je peux vous assurer que si vous le faites, vous arriverez à tout rentrer dans la journée, clairement. Donc une bonne gestion du temps et prioriser les actions que vous faites. Un autre point, c'est surveiller, on en a déjà parlé pas mal, mais surveillez vos marges. Surveillez vos marges. D'où viennent vos marges? D'où viennent vos marges? Et est-ce que les produits et les services que vous vendez qui génèrent le plus de marge, est-ce qu'on peut développer cette activité-là? Parce que plus vous allez avoir de la marge, en fait, plus vous serez confortable. Et la marge, c'est pas un gros mot, et vous n'avez pas de honte à faire de la marge. Si vous ne faites pas de marge, vous ne gagnez pas d'argent, vous ne gagnez pas d'argent, votre entreprise s'arrête. Donc, identifiez bien d'où viennent vos marges et sélectionnez en fait les actions que vous allez engager par rapport à ces marges-là. Donc en fait, on a 4 actions qui sont possibles. La première action, on va reprendre un peu la métaphore de l'arbre. Les marges, c'est comme les arbres. Donc vous avez soit les amender, parce qu'on voit que les marges sont naissantes, il y a moyen d'aller chercher un peu plus de marge sur une prestation, on va l'amender. On va essayer d'aller chercher ça. Ensuite, vous allez le tutorer. Vous voyez que ça commence à prendre. Votre produit prend, vos services prennent. Donc, on va essayer encore de la faire croître encore un peu. Okay. Maintenant, vous voyez que il y a certains types de produits où vous ne margez quasiment pas. Donc là, vous allez élaguer. C'est-à-dire que vous allez les enlever de vos prestations, celles que vous faites. Et puis, il y a des produits, carrément, ça ne marche pas. Et dans ce cas-là, vous allez les abattre. Alors, les abattre, ça ne veut pas dire fini, je ne fais plus, etc. Non. Vous voyez que vous ne margez pas, par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un collègue à côté qui marche très bien avec ça, quoi. C'est pas parce que vous ne margez pas dessus que vos collègues, ils n'y arrivent pas. Donc, je donne un exemple très simple. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, je faisais des dalles en béton, je ne margeais pas, et je faisais un moquette de pierre, je margeais beaucoup. Sauf qu'à côté de chez moi, il y a un collègue qui marche très bien sur les dalles béton. Moi, je ne marche pas, lui, il marche, je lui donne. Prends-les. Et on collab. Et c'est cool. Tu m'amènes du travail, je t'amène du travail. Moi, je soigne mes marges, lui aussi. Ok. Tout le monde est gagnant. Donc là, c'est abattre. Clairement, ça ne marchait pas, j'ai mis de côté. Donc vraiment, identifiez d'où viennent vos marges et agissez en fonction. Ensuite, diriger une entreprise, c'est sécuriser son entreprise. Et sécuriser son entreprise, c'est prendre le temps d'analyser ses contrats d'assurance, de faire des conditions générales de vente, de faire des PV de réception des chantiers, de faire des plannings de passage sur les contrats d'entretien, etc., etc. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas le chiffre d'affaires qui compte, c'est l'argent qui rentre. Donc si demain vous faites des chantiers pour 10 000 euros, mais vous n'êtes pas assuré et qu'il y a 3 000 euros de sinistre, vous avez fait que 7 000. Alors que si vous faites un chantier à 10 000 euros et qu'il y a 3 000 euros de sinistre, mais que vous êtes bien assuré et que vous avez une franchise de 200 euros, vous avez fait 7 800 euros. Enfin, 9 800, c'était 10 000. Ok. Donc vraiment, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui négligent ces choses-là. Donc les CGV ne sont pas faites, les conditions générales de vente, pardon, ne sont pas faites, les PV de réception de travaux ne sont pas faits, etc. Les assurances on a pris la moins chère possible, on n'a pas trop lu ce qu'il y avait dans les clauses,
ou les clauses ne correspondent plus parce que notre activité a évolué. Vraiment, faites les points réguliers là-dessus. C'est super important de sécuriser votre argent. C'est super important. Et on y vient, hein, mais à la gestion financière aussi. La gestion financière, il faut bien comprendre que l'argent, c'est pas mal. C'est l'amour de l'argent qui est mal. Je dis ça parce que dans nos sociétés judéo-chrétiennes, l'argent, c'est mal vu. Gagner de l'argent, c'est mal vu. Non, les gens qui gagnent de l'argent, ils l'ont pas volé. Hein. Bon, pas 99,9% l'ont pas volé, d'accord. Donc c'est vraiment important que vous ayez ça en tête, de dire, ok, moi je gagne de l'argent, c'est pas mal. En fait, l'argent, c'est le carburant de votre entreprise. Ça veut dire que chaque fois que vous avez de l'argent qui rentre, hop, vous faites le plein. Donc plus vous avez de carburant, plus vous irez loin. Basique. Donc traitez l'argent comme un carburant et surtout payez-vous en premier. Parce que souvent, les entrepreneurs, notamment les débutants ou ceux qui sont seuls, se payent à la fin du mois avec ce qui reste, ou quand eux, ils ont des besoins, ils prennent dans l'entreprise, ah oui, tiens, je vais prendre 200 € là, 500 € là, 1000 € là, etc. Donc ça, c'est pas bon. Payez-vous en premier, vous étiez salarié, vous étiez payé le premier du mois, ou en tout cas 25, faites pareil. Et puis, si vous n'êtes pas capable de vous payer en premier, et que derrière, vous avez du mal, si vous payez en premier plutôt que derrière, vous avez du mal à payer le reste, ça veut juste dire que votre entreprise, elle n'est pas rentable, quoi. Et pour ceux qui bénéficient de l'ACRE et qui ont un versement, etc., qui disent « Oh, j'ai pas besoin de salaire, etc. » Faites comme si vous aviez un salaire, mettez-le sur un compte épargne. Et puis quand vous aurez plus l'ACRE, vous profiterez, quoi. Soit pour développer votre boîte, soit pour vous. Faites-vous un gros plaisir, quand vous l'avez mérité, après tout. Mais ne dites pas « J'ai l'ACRE, j'ai pas besoin de revenus », c'est pareil. Parce que le jour où l'ACRE s'arrête, vous n'avez plus rien. Ou trop peu, en tout cas. Donc vraiment, ayez une bonne gestion financière. Et également, quand vous faites un paiement, par exemple, vous payez un salarié, vous savez qu'il y a des charges, vous prenez les charges et vous les mettez sur un compte à part. Comme ça, vous ne serez jamais en rate de charge. Ok? Exemple. Et puis après, voilà, vous êtes là, votre entreprise, ça y est là, elle va bien. Et maintenant, on veut évoluer, quoi. Elle veut évoluer. Donc pour évoluer, on en a parlé tout à l'heure, on a dit, on ne fait pas des jardins des années 90-2000 comme on fait des jardins maintenant. Ok? Ça, vous le savez tous. Si on en est là, c'est parce qu'il y a une évolution du marché. Et le fait de se tenir au courant de cette évolution de marché fait que votre entreprise, elle va durer dans le temps. Donc si on prend, c'était Kodak, je crois, qui faisait des appareils photo argentiques, puis on a dit, il y a du numérique, machin. C'est même un gars de chez eux qui l'a inventé. Numérique, machin. Ils ont dit, non, nous, argentique. Kodak n'existe plus, ok. Donc ça veut dire qu'à un moment, il faut vous tenir au courant de ce qui se fait. Donc ça peut être sur une évolution du secteur, sur une évolution des nouveautés, sur voilà, aller dans les salons, faites des foires, regardez sur internet, soyez curieux, quoi. Soyez curieux. Après tout, curiosité, c'est génial, quoi. C'est pas un défaut, la curiosité, c'est trop bien. Donc soyez curieux, regardez, testez, qu'est-ce que ça peut donner si vous le testez, est-ce que vous aurez des clients pour ça, etc. Et puis vous allez évoluer comme ça et votre entreprise va croître comme ça. Donc ça, c'est un point vraiment à pas négliger quand même, la partie évolution et croissance possible. Avant-dernier outil, c'est soigner votre réputation. Donc, soigner sa réputation, ça veut dire que vous soignez votre réputation personnelle et les gens sont attachés à vous en tant que dirigeant d'entreprise. Oui, ils sont attachés à votre entreprise, oui, ils sont attachés à votre marque, oui, ils sont attachés à vos salariés, mais au premier à qui ils sont attachés, c'est à vous. Donc faites bien attention à ce que vous mettez sur les réseaux sociaux en public, faites bien attention de comment vous parlez aux gens. Est-ce que vous plaignez tout le temps? Est-ce que vous êtes vulgaire? C'est super important parce que plus les gens ils vont vous aimer, plus ils auront envie d'acheter chez vous. C'est tout. Et il y a plein de trucs où on aime des produits parce qu'on aime le dirigeant. Il y a plein de marques, même les plus grosses marques. Si je vous dis Tesla, vous savez qui dirige Tesla. Si je vous... Ok? Donc voilà. Ça veut dire que vous êtes aussi attaché à ça. Vous aimez, vous détestez, peu importe. Mais ça veut dire qu'il a travaillé sur sa marque personnelle. Ok? Donc travaillez sur votre marque personnelle, soignez votre image. En réel, dans le physique, mais aussi en digital. Surtout en digital. Je vois des trucs passer des fois sur les Facebook. Je me dis, les gars, ils sont pas entrepreneurs. Je peux pas dire des trucs pareils. Ou sinon, dites-le à vos potes, quoi. Mettez-le en privé, mais pas en public. Et puis aussi, la réputation, ça se fait par le fait d'enlever la friction des clients. Enlever la friction, c'est par exemple un client qui attend 3 jours pour que tu le rappelles. C'est un énorme point de friction, le client, il en a marre. Ça, plus tu enlèves tous ces points-là, qui frustrent le client, qui font qu'il ne se sent pas bien, ou voilà. Et plus tu vas le soigner, plus le client il sera fan de toi, en fait. Il sera fan de ton entreprise. Et créer des fans, c'est créer des personnes qui vont te recommander, c'est créer du bouche à oreille, etc. Et donc, plus tu vas créer des fans, plus le bouche à oreille sera facile, en fait. Il sera toujours aléatoire, il faudra continuer à travailler le réseau, oui.
mais ce sera beaucoup, beaucoup plus facile. Donc bien soigner sa réputation. Et puis on est arrivé au but ultime, une entreprise qui est là où on voulait qu'elle soit. Et le but ultime, c'est pas l'argent. On ne peut pas travailler pour l'argent. C'est pas la célébrité. On ne peut pas travailler pour la célébrité, c'est éphémère. Mais c'est faire ce qui te fait plaisir à toi et le partager avec les autres et être payé pour ça. C'est ça le but ultime. Donc voilà, vraiment, garde bien ça en tête et c'est là où tu dois aller. Je vois une question de Jean-Antoine. Tu pourras publier le direct, pas suivi le début, etc. Oui, il y aura, bien sûr, je le mets dans le groupe juste après, pas de problème, t'inquiète pas, tu pourras revoir le début. J'espère que ça vous a plu, les 36 outils. Ce qui serait bien, je pense, c'est que vous ayez tout le détail des 36 outils. Et ce qui serait bien, c'est que vous ayez en plus comment est-ce que vous allez pouvoir implanter ces 36 outils-là dans votre entreprise. Alors, pour ça, j'ai ce qu'il vous faut, puisque j'ai écrit un livre qui va vous aider à travailler sur ces 36 outils. Et ce livre est vraiment comme une boîte à outils. Vous allez l'ouvrir et vous allez aller là où vous avez besoin d'améliorer les choses, là où vous voulez développer les choses. Ce livre, il est en précommande à partir de là, maintenant, tout de suite. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo parce que c'était la vidéo du lancement du livre, les 36 outils qui vont développer votre entreprise du paysage. C'est vraiment le guide que j'aurais aimé avoir quand moi je me suis lancé et même après. Et voilà, donc c'est vraiment, j'ai mis tout dedans pour vous aider à aller de l'avant, diriger vos boîtes comme il faut et vous aider à avancer. Il y a plein de tutos, il y a plein d'exemples, il y a des fiches pratiques aussi qui seront à télécharger qui vont vous aider à aller de l'avant sur tous les domaines qu'on vient de voir. Le domaine de l'entrepreneuriat, de la communication, de la vente, de la production et de la direction. Ce que je vous propose de faire, c'est de mettre directement dans le chat, dès que la vidéo est finie, en premier commentaire, je vous mets le descriptif du livre et la possibilité de précommander le livre. Sachez que pour toutes les précommandes, alors le livre il va sortir début décembre. Donc ça va vous faire un petit peu d'attente. Mais je vais vous faire patienter tranquillement. C'est que chaque fois que vous précommandez le livre, vous avez une formation qui est offerte, qui est une valeur de 79 €. Donc c'est bien au-delà du prix. Ne vous inquiétez pas, le livre ne vaut pas 79 €, bien moins que ça. Vous avez la formation qui est ouverte pour vous remercier de votre fidélité et je vous assure que vous aurez des petites surprises qui vont arriver aussi. Mais voilà, je vous invite vraiment à précommander ce livre. Réservez-le pour vous. Si vous connaissez quelqu'un qui en a besoin, vous pouvez partager le lien. Comme ça, vous aurez le livre avant tout le monde et la petite formation qui va bien et qui va vous aider à structurer votre entreprise sur les points qu'on vient de voir. Est-ce que vous avez des questions ? Je suis à votre disposition, juste avant de mettre le lien directement pour la réservation du livre. Des détails sur le livre, sur les outils, sur ce qui vous fait plaisir. Je vous laisse 30 secondes pour poser toutes vos questions, comme ça j'aurai le temps de les voir. Est-ce que déjà ça vous paraît une bonne idée, le fait d'envoyer un livre comme ça et d'utiliser ce livre-là? Moi, je n'ai pas trouvé de livre comme ça en France en tout cas. Donc c'est pour ça que... Julien me pose la question sur les CGV. Vas-y Julien, pose ta question. Donc le livre, pour revenir dessus, c'est pas compliqué. Il n'y a pas des tableaux compliqués, il n'y a pas des choses qui sont... J'ai voulu rendre le truc le plus simple possible, le plus fluide possible, pour que ce soit lisible par tout le monde et applicable par tout le monde. Vraiment, l'idée, c'est de rendre... Encore une fois, on est des paysagistes. À la base, on est des paysagistes, on est des techniciens. Et on ne connaît pas tout ce qui est dans le domaine de l'entreprise, le développement d'entreprise, la gestion d'entreprise, la direction d'entreprise, le management, etc. Ça, c'est des choses qu'on apprend malheureusement trop sur le tas et on y laisse énormément de plumes. Donc l'idée, c'était juste de rendre ça beaucoup plus simple. Vraiment beaucoup plus simple. Et d'avoir des outils qui soient vraiment faciles à mettre en place et pour tout le monde. Pour tout le monde. Il y a des livres qui existent dans le domaine du paysage pour diriger une entreprise du paysage, regarder des points, etc., qui sont ultra compliqués. C'est vraiment pas l'idée. Je les ai lus, mais à la 4e page, j'ai envie d'arrêter, quoi. Donc là, l'idée, c'était vraiment de rendre quelque chose de ludique, et j'espère vraiment que ça vous plaira. Julien, si t'as pas la question, on pourra en parler en privé, de toute façon, si tu veux. En tout cas, je tiens vraiment beaucoup à vous remercier pour votre fidélité, pour suivre ces vidéos.
Et voilà, j'espère que le livre vous plaira. Voilà, super, merci Julien pour la question, elle arrive. Alors, comment est-ce qu'on peut les rédiger de façon à ce que ça fasse pas 3 pages et que ça soit compréhensible pour les clients? Je vais essayer d'afficher plus directement. Malheureusement, les conditions générales de vente, Julien, c'est un document légal, donc c'est pas le truc le plus fun à lire. Elles ne font pas 3 pages parce qu'elles sont écrites en petit en général. T'as le modèle, moi je peux juste te conseiller un truc très très simple pour avoir des conditions générales de vente et avoir un modèle de conditions générales de vente. C'est d'aller les télécharger sur le site des entreprises du paysage. Donc si tu es adhérent, tu as un accès avec les conditions générales de vente. Tu prends et tu les adaptes à toi. Et ce sera parce que tout ne va pas forcément correspondre à toi, ils ont fait quelque chose d'un peu général. Mais en tout cas, ça va te donner toutes les pistes et normalement ça tient sur une page. Et en tout cas, moi je suis arrivé à les adapter et les faire tenir sur une seule page. Je pense que tu vas y arriver. C'est le moyen le plus simple d'avoir des belles conditions de général de vente. Sinon, il faut prendre un avocat qui va t'aider à les faire. Et ça va te coûter plus cher que l'abonnement à l'UNEP, quoi. Voilà. Merci Jean-Antoine pour ton témoignage, ça fait plaisir, c'est chaud au cœur. J'espère que le livre va t'aider. En tout cas, merci beaucoup encore une fois pour votre fidélité. Je suis dispo en chat, donc si vous avez quoi que ce soit, m'envoyez un messenger, vous commentez cette vidéo, etc. Comme vous voulez. Et puis, voilà, on discute. Encore une fois, on avance ensemble. Je vous dis à très très bientôt et profitez bien de votre entreprise et mettez-la au service de votre vie. Ciao, bye bye.